Sur une plage de l'Atlantique, j'ai découvert mes premiers granulés de plastique vierge et je me suis demandé ce que c'était. Les plastiques sont très difficilement biodégradables et fragmentables. Et du plastique, il y en a partout. Il y en a sur les sommets des montagnes, il y en a dans le placenta humain, dans vos excréments. De la surface jusqu'au fond des océans, des régions très habitées jusqu'aux régions désertiques, partout où on cherche du plastique, on en trouve. C'est toujours un choc, parce qu'on n'est jamais préparé, quand on est si loin de la civilisation, à voir des traces finalement, des traces néfastes de la présence de l'homme. Cher plastique, ça y est, j'ose enfin t'écrire. Cette lettre que j'ai tant de fois commencée puis abandonnée, cette fois, j'irai au bout. Par où commencer? Je suis perdue. Je t'ai aimé, vraiment, même sans le savoir. Et aujourd'hui, il y a une partie de toi que je déteste. Je ne voulais pas le voir jusqu'à maintenant, mais j'ai l'impression que notre relation est devenue toxique. Comment en sommes-nous arrivés là? Jusqu'où vais-je accepter tes débordements? Serais-je un jour capable de vivre sans toi? Quand ça ne va pas, certains vont voir des psychologues. Moi, j'ai choisi un sociologue, des scientifiques, des politiques, des personnes qui te connaissent et qui vont m'aider à mieux te comprendre. Cher plastique, j'ai besoin de savoir où nous en sommes. Le plastique est un produit intime parce qu'il est proche de nous et qu'il fait partie de notre quotidien le plus intime. Dès la plus tendre enfance, vous êtes en contact avec du plastique. C'est un matériau qui est mal aimé et paradoxalement, il est présent dans nos foyers, dans nos chambres à coucher, dans nos salles de bain. C'est pas juste un matériau que vous fréquentez quand vous avez envie de le fréquenter. Denis Blot te connaît bien. Il est sociologue et a beaucoup travaillé sur les déchets sauvages pour mieux comprendre les relations entre les humains et leur environnement. Le plastique a complètement envahi les modes de vie. Alors il n'a pas envahi nos modes de vie comme ça tout seul, il a envahi les modes de vie parce que ça correspond à un certain nombre de choix de société, notamment le choix de la grande distribution. Le plastique a permis l'achat en masse dans des magasins tels que des supermarchés, a permis aussi de transporter des objets d'un bout à l'autre de la planète, il a permis toutes sortes d'avancées technologiques. Donc c'est un objet qui est omniprésent. Il est même présent dans des endroits assez insoupçonnés comme les vêtements synthétiques, qui sont des vêtements en plastique, ou en partie en plastique en tout cas. J'ai appris que tu te cachais dans mes vêtements, dissimulés derrière des noms comme synthétique, polyester, nylon ou encore acrylique. Tu me colles à la peau et en même temps, à la moindre lessive, tu t'enfuis. J'ai vraiment du mal à te comprendre. On peut essayer de faire une histoire sociale du plastique, autrement dit, de montrer comment le plastique a permis de transformer les sociétés, en transformant la consommation, donc en transformant la production, et en transformant aussi les espaces domestiques, puisque le plastique a pénétré dans les espaces domestiques. C'est complètement solidaire du développement de la société de consommation, du libre-service, et tout ça, c'est aussi une transformation très importante de nos modes de vie. Un exemple tout simple, quand on n'avait pas de plastique, on mangeait tous le même repas autour d'une même table à la même heure. Quand on n'a pas envie de préparer le repas, on peut tout de même savourer un bon petit plat. heureusement il y a Bolino, 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 un bon petit plat tout chaud. Bolino, Bolino, c'est tout simple à préparer. Bolino, Bolino. 5 minutes et dégusté. Aujourd'hui, dans les foyers, on a des portions individuelles qui sont emballées dans le plastique. Quand je t'ai connu, tu étais plein de promesses. Tu étais censé révolutionner ma vie. C'est vrai, on en a fait de belles choses ensemble. J'ai avancé avec toi les yeux fermés car tu as des qualités exceptionnelles. On a vécu côte à côte jusqu'à s'installer dans une routine où l'on ne se pose plus de questions. Ce qui fait la valeur du plastique, c'est la valeur qu'on lui donne. Ça a été un matériau noble quand il était rare, c'est un matériau noble quand on l'utilise pour faire des prothèses de hanches. Et puis quand c'est le petit paquet que vous avez autour de votre spéculoos qui va s'envoler dès que vous l'avez ouvert, il est ignoble, personne n'en veut de ce plastique-là, personne ne sait quoi en faire. Historiquement quand même, le plastique était d'abord noble et il est devenu de plus en plus ignoble. Aujourd'hui, c'est un matériau qui n'a plus de valeur. Quand vous achetez un produit, notamment alimentaire, vous n'achetez pas le plastique qui l'emballe. Alors vous l'achetez puisqu'il est intégré dans le prix, mais c'est un produit qu'on vous vend avec le produit dont vous avez besoin et qui va finir à la poubelle, on ne vous dit pas quel est son prix. Du coup, on peut le jeter très très facilement. Sauf que le plastique est devenu un problème environnemental.
Donc du coup, il prend une autre valeur aujourd'hui, si on va sur la fin de l'histoire sociale du plastique, sur ce qui est en train de se passer. Et cette valeur, c'est que c'est un produit qui nous permet d'être écolo. Alors peut-être faussement écolo, mais vous voyez, quand vous triez votre plastique, vous avez l'impression que vous faites un bon geste pour la planète. On pourrait partir du point de vue selon lequel le plastique est une catastrophe, mais on pourrait aussi retourner le point de vue en disant, mais regardez comment ça nous permet d'être bon pour notre environnement. Donc c'est très paradoxal, mais c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Il y a vraiment quelque chose chez toi qui me dérange. Et en même temps, je ne saurais pas comment me passer de toi. Au fond, j'ai l'impression de ne pas vraiment te connaître. Qui es-tu ? On est vraiment sur la grosse porte d'entrée de la réserve naturelle. Là, on va vraiment rentrer dans la réserve naturelle. C'est probablement l'accès principal sur le territoire. Pour le savoir, je suis allée tout en haut des Alpes, dans la réserve de Six-Passy, rejoindre une équipe de scientifiques. Avec l'association Aqualti, ils t'ont cherché un peu partout, au Groenland, au Spitzberg, toujours dans les endroits les plus reculés. Et cette fois-ci, l'expédition se situe en Haute-Savoie. Ce qu'on a capté, c'est que probablement qu'il y a moins d'eau. Il y a moins d'eau, ouais. On voit les effets du changement climatique. Ouais, c'est pas plus tard, c'est maintenant. Ouais. Et du coup, Johnny, tu vois, le col d'Anterne est juste ici, donc on va pouvoir aller apporter des seaux. Il est 4h, ouais, 5h moins 1. On va pouvoir faire une rotation et charger du matériel jusqu'au lac. Ça nous permettra de commencer tôt demain matin. Pour cette mission appelée Plastilac, ils sont accompagnés par un scientifique qui s'intéresse à toi depuis de nombreuses années. Johnny Gasperi est docteur en sciences de l'environnement. En France, c'est le spécialiste de la pollution plastique en eau douce. Les premiers plastiques qui ont été commercialisés, c'est dans les années 1960, c'est la bakélite, c'est la télé noire de nos grands-parents. Ce qui est très très intéressant du plastique, on peut l'obtenir à partir de ressources pétrolières. C'est très curieux d'imaginer qu'il y a à peu près 10% de la ressource pétrolière qui est destinée à la production de plastique et qu'aujourd'hui on va produire 350 millions de tonnes de plastique chaque année dans le monde. Et à ces 350 millions de tonnes, on va aussi rajouter de l'ordre de 60 à 80 millions de tonnes de fibres synthétiques pour produire des textiles. Et c'est d'autant plus intéressant de noter que cette croissance, elle est très importante. On est à une croissance à plus de 10% et qu'on a quelque chose qui est en route. Le train du plastique est en route et qu'aujourd'hui, c'est peut-être intéressant de le ralentir, voire de le diminuer. Je suis perdue. Tu m'envahis et tu m'échappes à la fois. Oui, tu voyages, tu pars sans prévenir, à des kilomètres de moi. Provocation ultime, je reçois des images de toi flottant au beau milieu de l'océan, accumulées dans les zones de convergence des courants, les gyres. Certains chiffres permettent d'avancer certaines hypothèses en disant qu'aujourd'hui, ce qui est constaté à la surface des océans ne représenterait que 1, 2, 3% de la quantité de plastique dans les océans. Et que quelques pourcents ils sont également au niveau des plages. Ce qui suggère que tout est au fond. La prise de conscience, elle s'est faite vraiment avec la découverte des gyres océaniques, là où il y a eu un vrai coup de projecteur, et puis aussi un travail des associations qui ont fait vraiment un travail de communication remarquable sur les impacts et la pollution des plastiques. On a tous en tête ces images de tortues en soie qui ont engurgité des pailles, sont emprisonnées dans des filets. Depuis 3-4 ans, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a la communauté scientifique et les associations qui marchent dans le même sens et qui communiquent ensemble, collectivement, chacun s'alimente pour aller justement alerter le grand public. Et le plastique, ce qui est intéressant, c'est que c'est une pollution qui est visible et ça renvoie quelque chose aux citoyens, contrairement à une pollution invisible comme les polluants organiques, qui vont poser vraiment de sérieux problèmes, mais qui est invisible et qui n'est pas ressenti, qui n'est pas perçu par le citoyen. Alors j'ai fait le chemin moi aussi. Je suis allée au beau milieu de l'océan, là où tu aimes te perdre. J'ai rencontré un ancien journaliste devenu navigateur.
Fabrice Amédéo est coureur du Vendée Globe, la plus grande course en solitaire autour du monde. Lui aussi, il s'interroge à ton sujet. Comme de nombreux marins, il est confronté à la contradiction de naviguer sur un bateau dont tu es le principal constituant et d'être un observateur de première ligne de ta présence hémorragique dans l'océan. J'ai entendu parler de capteurs qui permettent de mesurer l'état de nos océans et donc de la possibilité de naviguer pour la communauté scientifique. Donc de pouvoir finalement coupler mon projet sportif à un projet utile à la société, utile à la planète. Et donc je me suis orienté et engouffré dans ce projet-là. Donc le capteur microplastique, il fonctionne 24 heures sur 24. Et donc toutes les 24 heures, j'ai une procédure assez simple à réaliser pour changer les filtres pour les scientifiques qui ensuite vont les récupérer à terre. Donc je commence par éteindre le système, fermer la vanne, donc il n'y a plus d'eau qui circule, purger le système et ensuite j'ouvre ici et donc je sors les filtres. Ce capteur microplastique, il a un certain impact sur ma vie à bord et sur mon fonctionnement de coureur, dans la mesure déjà où les filtres sont assez lourds, et sur nos bateaux on fait la chasse au poids. Et ensuite dans la mesure où, comme je dois changer les filtres toutes les 24 heures, plutôt à heure fixe, et que je dois aussi noter scrupuleusement l'heure du changement de filtre, tout ça, ça a un impact, il faut rester concentré là-dessus, ça me détourne de ma tâche première qui est de faire avancer mon bateau. Mais je dirais quand même qu'il est source d'une grande motivation mentale du coup, et que dans les moments difficiles en course, quand j'ai envie de baisser les bras, je me dis déjà le coureur ne doit pas baisser les bras, mais en plus il y a le citoyen qui a ce projet, avec des scientifiques derrière moi qui comptent sur moi, et donc ça me donne finalement, ça me nourrit, et ça me donne aussi la force de ne pas baisser les bras, et donc ça nourrit aussi le coureur. Ouais, remets avant. Ouais. Ok les gars, ça y va? Stop, stop, stop. Stop. Ok, ça y va. Cher Plastique, pour aborder notre problème sous un autre angle, j'ai rencontré deux personnalités politiques. La sénatrice Angèle Préville et le député Philippe Beaulot ont rédigé un rapport très documenté qui te qualifie d'entrée de jeu de bombe à retardement. Nous, on est content d'avoir fait ce travail-là, on est content de l'avoir bien fait, ça nous a pris beaucoup de temps. Notamment, on a mis plusieurs semaines de relecture. Et comme on est tous les deux scientifiques, donc on a été très pointilleux sur toutes les choses à revoir tous les titres. Enfin, on a fait un gros travail. Et je pense que le rapport a une histoire encore maintenant. Et oui, il faudrait voir... Oh là là, mais il y en a beaucoup. Oh là. Oui, il y en a beaucoup. De toute façon, je ne suis pas lassée du sujet du tout, parce que je pense qu'on a encore beaucoup à faire. Tout de même, on est dans un développement exponentiel de la production de plastique, c'est-à-dire une exponentielle, c'est une courbe comme ça. Donc on n'est pas en bas, on est là au moment où c'est une montée vertigineuse, avec un doublement si on ne fait pas attention d'ici 2050. On ne peut pas continuer comme ça. La pollution, elle est diffuse, globalisée. Il faut arrêter ça, il faut arrêter le flux. Parce que de toute façon, il y a une question de flux qui est très importante pour la pollution plastique. Quels que soient les obstacles, Angèle Préville a décidé de se battre. Son combat, c'est contre toi qu'elle le mène. Elle n'est pas la seule. Depuis de nombreuses années, beaucoup se mobilisent pour te contenir. ONG, collectivités, entreprises, laboratoires scientifiques. Pourtant, tu es toujours là, de plus en plus présent. Pour être honnête, cette situation m'inquiète. Mais je me sens tellement impuissante. Certains chercheurs qualifient notre ère de plastisphère, c'est-à-dire une empreinte du plastique dans nos environnements. On pourrait s'imaginer dans des milliers d'années, les gens vont dire, quand ils feront une archive, une carotte, ils se diront, il y a du plastique, c'était dans les années 1950-2050. Aujourd'hui, il y a une grosse question qui est sur quelle est cette trajectoire de cette contamination plastique. Est-ce que, en effet, on a connu cette production exponentielle, et l'idée, c'est de se dire, comment l'environnement a réagi? Est-ce qu'au final, on a mis 10 ans pour avoir des fuites dans l'environnement et après, ça a décollé de la même manière que la production, ou au contraire, on vit sur une bombe à retardement, qu'au final, la contamination plastique, elle n'est pas si importante, mais qu'il y a des stocks tellement importants par ailleurs qu'on risque de connaître une ère plastique avec des répercussions non pas sur ces 10 ans, 15 ans, 20 ans, sur beaucoup plus.
l'admets, nous ne sommes pas partis sur des bases très saines. C'était trop vite. Au début, je t'ai accueilli à bras ouverts, sans me méfier de tes zones d'ombre. Je ne pensais pas que tu allais prendre une telle place dans ma vie. Maintenant, tu es partout. Tu envahis l'océan. J'ai besoin de mettre des mots et des images sur le malaise que je ressens en ta présence. À Paris, j'ai rencontré un autre navigateur qui te connaît bien. Romain Troublé est directeur de la fondation Tara Océan. Sa goélette est un laboratoire flottant qui t'étudie depuis une dizaine d'années. L'enjeu du plastique, c'est pas plus vraiment ce stock de plastique dans la mer en fait, mais c'est surtout le flux. Comment on arrête un peu l'hémorragie de plastique de nos continents, de nos territoires vers la mer. Et c'est pour ça qu'on s'est intéressé en 2019, pendant 1 an, à mettre Tara sur les fleuves, à aller échantillonner jusqu'en amont des grandes villes comme Rouen, comme Hambourg, comme Londres, pour aller essayer de voir ce qui sort de nos territoires en fait. On met des filets dans l'eau, on pêche pas des poissons mais du microplastique. Et on a fait ça à plusieurs profondeurs, à 5 ou 6 endroits par fleuve, à la sortie du fleuve, juste à l'embouchure du fleuve, en amont dans le fleuve, puis en amont de la grande ville. Et ça s'est collecté à bord du bateau, filtré, mis dans des tubes et envoyé dans les laboratoires ensuite. Et là déjà, je suis étonné parce que... On en a déjà presque la vingtaine. On a vraiment des échantillons trop bizarres, regarde. Qu'est-ce que Viens voir. Là, regarde, t'as des microbilles. Ah, un granulé. Ça, on n'en voit jamais. Et tu le marques quand c'est une microbille ouais, à chaque sur fois, la feuille. À chaque fois, il est marqué. Donc les données ont été collectées, on a fait 5000 stations d'échantillonnage de tous ces fleuves. Chacun de ces échantillons avait du plastique dedans. Et la plupart de ces plastiques étaient des microplastiques, déjà, fragmentés en amont de la mer. Donc ça arrive déjà en mer, microplastique. Et puis ce qui est intéressant et qu'on a découvert un peu pendant ce moment-là, c'est qu'on a constaté aussi que beaucoup d'autres polluants se fixaient au plastique en fait. Et donc les plastiques ne sont pas que du plastique, c'est aussi un accumulateur de plein d'autres polluants qui se mettent dessus. Il faut bien comprendre que toutes ces questions de plastique, on a beaucoup plus de questions que de réponses en fait. C'est une science qui débute, on a commencé à vraiment chercher il y a 5 ans. Les gens s'intéressent à ce sujet les scientifiques depuis 6-7 ans. Et donc on est vraiment au début de la connaissance humaine sur ce problème du fléau qu'on a mis partout. Ouais. Cher plastique, je m'aperçois que tu es vraiment un fléau. Tous ceux qui te connaissent le disent. Mais enfin, comment as-tu pu me berner ainsi? Moi qui te croyais dans mes armoires ou dans ma poubelle, en fait tu contaminais les fleuves et l'océan. Et il paraîtrait même que tu es capable de voyager par les airs. Mon inquiétude se transforme en colère. Tout simplement, un plastique, il peut être simplement émis dans l'air et puis après transporté, parce que c'est des densités qui sont relativement faibles par rapport à des particules hétérogènes. Et avec cette densité et la portance de l'air, ils se portent, ils se montent dans les masses d'air. Et une fois qu'ils sont dans les masses d'air, ils peuvent être transportés sur des longues distances. Jamais je n'aurais imaginé que tu puisses t'évader ainsi. Tu es là tous les jours à mes côtés, et pourtant j'apprends que des scientifiques vont te chercher à 2000 mètres d'altitude, dans des lacs complètement isolés. Par contre, David, il manque. Ouais, on va la basculer comme ça. On imagine que ces plastiques, ils viennent de l'utilisation quotidienne de nos textiles, de l'abrasion de nos vêtements, des plastiques qu'on retrouve dans l'environnement qui vont se dégrader, qui vont être transportés sur des longues distances. On a une petite idée de ces dépôts qui sont reliés aux précipitations, mais on n'en sait pas beaucoup plus. Voilà. Et donc aujourd'hui, par exemple, un projet comme Plastilac va nous aider à essayer d'en savoir un petit peu plus sur ce transfert à longue distance, sur des zones qui sont très éloignées de toute habitation, pour voir un petit peu ce qui se passe et ce qu'on a comme bruit de fond de contamination en plastique. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va retrouver du plastique. Je n'en reviens pas, cher plastique. Même là, tu serais capable de t'incruster insidieusement. Comment te trouver alors que tu es invisible à l'œil nu? La réponse, c'est Emmanuel Nafrechou qui me la donne. Professeur et chercheur, sa spécialité est le transfert de pollution sur des milieux éloignés. Pour prélever nos fibres plastiques, donc dimensions qui sont comparables à celles du diamètre d'un cheveu,
On utilise un radeau mu par un moteur électrique et sur ce radeau, on a confectionné ce qui est appelé un filet manta. Donc c'est un filet qui est constitué d'une toile métallique en inox avec des mailles de dimension de l'ordre de 30 micromètres, donc de l'ordre de 10-5 mètres. Et on va filtrer le plus grand volume d'eau. Le problème, c'est la mesure de la hauteur d'eau, parce que là, il y a plein de vagues, un clapotis, et du coup... Donc on se promène à la surface du lac, on mesure notre vitesse de déplacement, on mesure la profondeur d'enfoncement de notre filet dans l'eau, et avec ça, on a le volume d'eau qui a été filtré, et on aura donc la possibilité de ramener le nombre de fibres collectées dans notre filtre au volume d'eau filtrée, et donc on aura une concentration dans la masse d'eau. Attention, aïe aïe aïe, mon filet. Et puis on échantillonne également les sédiments. Donc là, ce sont des plongeurs qui nous ont accompagnés et qui sont chargés d'échantillonner donc, en différents points stratégiques du lac, donc au niveau de l'affluent, au niveau de l'émissaire, au niveau de la zone la plus profonde, les 5 premiers centimètres de sédiments, ce qui nous permet d'avoir la contamination récente. Les 5 premiers centimètres peuvent correspondre à une dizaine d'années en fait, d'enregistrement de la contamination. Ce qui est sûr, c'est que les apports atmosphériques vont nous amener du plastique. Ce qu'on est quasiment sûr, c'est que ça va sédimenter dans le lac et que normalement, dans le sédiment, on devrait en retrouver. Pour l'instant, ça n'a jamais été fait et c'est justement ça l'intérêt. C'est riche, ce côté sédiment, ça va intégrer le signal de pollution et c'est là qu'on va sans doute voir des choses. On va pouvoir aller chercher des plastiques jusqu'à 20-30 nus et on verra. C'est ça qui est particulièrement intéressant, c'est que les sédiments, comme disait Greg, c'est une archive des 50 dernières années. Et ça va nous permettre de un peu reconstituer les dépôts à l'échelle régionale sur les 50 dernières années de microplastiques, mais aussi d'autres polluants. Donc ça, c'est des données qui sont complètement nouvelles. Quand on observe nos premiers échantillons, ce qu'on voit, c'est la présence de fibres. Cette présence de fibres, on la suspectait. C'était notre hypothèse de départ pour dire, ben voilà, ces fibres, elles sont capables d'être transportées sur des longues distances grâce au transport atmosphérique, et on les retrouve. Donc notre première intuition a été confirmée. Ces fibres, elles proviennent très probablement des apports atmosphériques, donc c'est le transport par les masses d'air. Aujourd'hui, on n'a pas encore analysé les échantillons de retombées atmosphériques, ces grands entonnoirs qu'on a disposés dans lesquels on va collecter les retombées atmosphériques. Une fois qu'on les aura analysés et qu'on aura observé ces fibres et ce qu'on retrouve dans ces retombées atmosphériques, on aura la certitude que ces fibres, elles viennent bien des retombées atmosphériques et pas d'une contamination locale par des promeneurs, par exemple. Donc là, on est tombé sur un endroit où il y en a plusieurs. Là, par exemple, c'est une fibre, là, c'est une fibre, là, c'est une fibre, là, c'est une fibre. Donc ça montre très bien la contamination en fibres microplastiques dans l'environnement. Et la taille des fibres, là, c'est quoi? C'est plutôt petit? C'est du gros? Il y a du petit. Alors il y a beaucoup du petit. Petit, c'est entre 100 et 500 micromètres. Mais après, il y en a quand même qui dépassent la taille du millimètre. Dans la classification qui est aujourd'hui faite dans les littératures, on distingue d'une part les macroplastiques, c'est les débris plastiques supérieurs à 5 mm, des microplastiques qui sont inférieurs à 5 mm. Ces premiers résultats, ils sont très innovants. Quasiment personne ne travaille sur des lacs alpins. Et démontrer la présence de retombées de plastique via l'atmosphère, c'est quand même très excitant.
mais aussi inquiétant, parce que ça démontre que l'empreinte de l'homme, à travers sa consommation, ses usages, marque nos écosystèmes. Cher plastique, j'y vois plus clair maintenant. Mais je suis tout aussi perdue. Je me suis laissée séduire, mais vraiment maintenant, je le regrette. Tu as pris une place que je ne voulais pas. Je me sens trahie et démunie. Quelles vont être pour moi les séquelles de notre relation ? À chaque taille de plastique, il y a un impact particulier. Tout à l'heure, on a parlé des macro-déchets. Donc ceux-là, vraiment, on a des risques d'emprisonnement, des risques d'obturation, des risques de fausse satiété au niveau de l'estomac. Et donc ça peut poser des problèmes sur le développement. Quand on descend une échelle, on arrive sur les microplastiques. Il y a énormément d'études qui montrent que ces microplastiques sont ingérés et pour 95% du temps excrétés. Voilà. Et après, si on redescend encore un niveau taille et qu'on arrive sur les nanoplastiques, là, certaines études de laboratoire montrent qu'une translocation est possible, c'est-à-dire un transfert de notre système digestif vers le système avec une migration de ces nanoplastiques vers certains organes. Aujourd'hui, ces résultats n'ont été montrés qu'en laboratoire. Et la présence de nanoplastiques dans l'environnement est avérée, mais on se heurte à des difficultés, on va dire, analytiques pour arriver à les analyser. Parce qu'on va analyser des particules qui sont très petites, mais surtout qui sont au milieu d'un tout un ensemble de particules. Et le challenge, c'est arriver à les isoler que les nanoplastiques du reste. Ça, c'est une vraie difficulté. Quand je disais que toi et moi, nous ne faisions qu'un, je ne me trompais pas. Au sens propre comme au figuré, tu fais complètement partie de moi. Mais tu n'es pas venu seul. Tu as emporté avec toi tout un cocktail d'additifs. Tous les constituants du plastique vont pouvoir se redissoudre dans l'eau et potentiellement sont des molécules qui ont une toxicité variable, mal connue, mais potentiellement existante. Parmi les substances connues, on a tous à l'esprit les phtalates, donc qui sont un groupe de substances dont on connaît maintenant assez les effets. Donc, ces phtalates ont été bannis de la plupart des plastiques, mais on a d'autres substances qui sont des substances qui vont permettre d'éviter le vieillissement du plastique, donc qui sont là comme filtres ultraviolets et qui sont des structures moléculaires qui sont à peu près comparables à ce qu'on avait dans les phtalates et donc qui potentiellement peuvent avoir les mêmes effets. Ce sont des effets qui vont perturber tout notre système endocrinien, donc toutes les fonctions de la thyroïde, de la reproduction, etc., qui peuvent avoir aussi des impacts sur notre système neurologique. Donc tout ça, c'est encore mal connu, peu étudié, parce qu'il y a peu de connaissances sur les additifs qui sont ajoutés aux substances plastiques. Alors qu'on veut rechercher ces substances dans le milieu, on a déjà énormément de difficultés à avoir de la part des fabricants de plastique ce qui a été ajouté au moment de la conception. Les substances qui sont ajoutées dans les plastiques vont potentiellement pouvoir être libérées à différentes phases de l'utilisation des plastiques. C'est pour ça que les plastiques alimentaires sont beaucoup plus contrôlés en termes de leur composition. Tout simplement parce que ce sont des substances qui vont pouvoir se libérer dans tout ce qui est corps gras. Donc si on parle d'un film alimentaire au contact avec une viande, on pourrait avoir un transfert des substances dans la viande. Tous les autres plastiques, en revanche, sont beaucoup moins contrôlés en termes de substances ajoutées. Il y a une réglementation qui est beaucoup plus tolérante, mais ces substances, on sait qu'elles vont pouvoir se volatiliser, donc rejoindre le compartiment atmosphérique. Elles vont pouvoir se dissoudre dans l'eau. Donc si un plastique séjourne longtemps dans de l'eau de mer, dans de l'eau douce, on va avoir une redissolution de cette substance. Ensuite, cette substance va pouvoir être incorporée par des organismes aquatiques et puis suivre les chaînes trophiques. Et donc au final, lorsque l'homme consomme du poisson, il peut être exposé également à cette substance. Là, vraiment, tu m'écœures. Tu m'empoisonnes, littéralement.
J'ai perdu le contrôle, j'ai l'impression d'étouffer, je suis acculée. Où que j'aille, je te vois, je te sens, je te respire. J'ai l'impression que je ne m'en sortirai jamais. Moi, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est l'impact sur la santé humaine. C'est vrai que pour l'instant, rien n'est trop sorti sur ce sujet-là. Ça a forcément un impact sur la santé. Ça a déjà un impact sur les animaux, sur toute la faune marine, et les fibres textiles qui sont dans l'air posent véritablement un problème à tous les niveaux. Parce qu'on les respire, une fibre plastique, c'est solide. Ça ne va pas se décomposer, on va la garder dans les poumons pendant des dizaines d'années pour le coup, parce qu'on ne vit pas des centaines d'années. Et donc, c'est des irritants, parce que c'est solide. Les fibres, en plus textiles, elles ne sont pas toutes lisses. Hein. Elles sont toutes, quand on regarde leur surface, ça veut dire que ça s'accroche. Donc voilà, il faut tout réfléchir à ce niveau-là et se dire que, bon, ça va poser problème. Parce que, dans notre environnement, les microplastiques s'accumulent. Ils ne se décomposent pas. On en a pour des dizaines, voire des centaines d'années. Et si on en a maintenant déjà une certaine quantité, on peut s'imaginer que si on en a plus, oui, ça va décupler les problèmes de santé qui vont être les nôtres. Voilà. Comme si tu n'en avais pas encore assez fait, on me dit que tu serais une sorte de passeur pour les bactéries. Pour en avoir le cœur net, je me suis rendue en Bretagne à la rencontre d'Ika Polpon, chercheuse au CNRS spécialisée en écotoxicologie marine. Donc là, l'idée, c'est vraiment de compter le nombre d'individus morts, le nombre d'individus vivants. Et vous voyez, quand les huîtres meurent, en fait, elles s'ouvrent. Le muscle qui est censé tenir la coquille fermée se relâche. Et donc, c'est très facile de distinguer les morts des vivantes. Voilà, ici encore une. Les axes de recherche que nous menons au laboratoire avec Arnaud Huvet, donc qui est chercheur Ifremer avec qui je co-dirige la thématique, sont tout d'abord le suivi des niveaux de contamination dans l'environnement côtier, en rade de Brest principalement, mais pas que. La compréhension du rôle des plastiques dans le transport des micro-organismes nuisibles et dans la dissémination de maladies. Et la compréhension de la toxicité qui est liée à l'ingestion des micros et des nanoplastiques, comment ces particules peuvent perturber la santé des espèces marines. La semaine dernière, on a exposé aux microfibres issues de machines à laver 3 types de microfibres et les lixivias, donc les produits chimiques qui y sont associés. Okay. Les microfibres qu'on a étudiées, ça va être des microfibres de coton pour les microfibres naturelles, de polyester et un mix de ces différentes microfibres. On a exposé pendant 4 jours, on a fait des prélèvements et là, actuellement, on s'intéresse à savoir si la dépuration, donc la perte de ces microfibres et l'absence de ces microfibres, pourrait avoir des conséquences, c'est-à-dire est-ce que les microfibres vont rester accrochés aux organes des huîtres ou non, et si c'est le cas, est-ce que ça a des conséquences après des expositions? Les conclusions, c'est que les plastiques sont absolument partout, et la caractéristique des microplastiques, c'est leur petite taille qui font qu'ils sont facilement ingérés par toute la chaîne alimentaire marine, et donc toutes les espèces sont concernées. On voit des effets très préoccupants en laboratoire, hein, par exemple des effets sur la reproduction, où on a mené une expérience il y a quelques années où on a exposé des huîtres adultes pendant 2 mois à des microbilles de polystyrène. Donc, à l'issue de ça, on a évalué leur capacité à se reproduire. On a vu une diminution de la reproduction de quasiment 40% et une diminution de la qualité des larves issues des parents exposés. En ce moment, je m'intéresse aux microplastiques comme vecteurs de maladies, c'est-à-dire j'essaye de comprendre dans quelle mesure les plastiques peuvent servir de radeau à des micro-organismes nuisibles et pathogènes, donc responsables de maladies. Et dans cette expérience-là, je m'intéresse à une bactérie et un virus qui sont responsables des mortalités estivales d'huîtres creuses qu'on a tous sur nos côtes. Donc il y a une morte. Voilà. 16, une morte? Ouais, et il n'y a pas de chair dedans. Donc, tu prends pas de sachet, quoi? Non, tu peux mettre entre parenthèses, après une morte, tu mets entre parenthèses vide parce qu'ils ne vont pas comprendre pourquoi je ne l'ai pas prélevé.
Donc aujourd'hui, on évalue l'évolution de la maladie sur nos populations. Donc on va regarder le taux de mortalité. Si on a des individus qui sont malades, on va les ramener en laboratoire pour reproduire la maladie, c'est-à-dire qu'on va les ramener avec leur cortège de bactéries et de virus. On va les mettre en aquarium au laboratoire et ils vont exprimer la maladie dans nos aquariums. Dans ces aquariums-là, on va incuber des microplastiques qui vont donc se faire coloniser par ces bactéries et ce virus. Et on va ensuite prélever ces microplastiques pour les donner à manger à des huîtres saines, naïves, qui n'ont jamais vu ces pathogènes-là. Donc pour répondre à la question, est-ce que les plastiques peuvent transporter ces bactéries et ce virus vers des populations indemnes de toute maladie? Allez hop, en labo. Voilà, ok. Je fais un dernier petit contrôle. Et c'est bien. Tiens, il y a le sac plastique qui est là aussi, tiens, ça tombe mal là. Mais non, ça meurt bien. Maintenant, on sait qu'il y a un impact direct des microplastiques vers toutes les espèces marines par des phénomènes d'ingestion, c'est-à-dire que les microplastiques vont être mangés par les organismes marins et ça va impacter les grandes fonctions physiologiques qui nous permettent de bien se porter, c'est-à-dire la respiration, la nutrition, la croissance, la reproduction. Au-delà de ces impacts directs, on essaye aussi d'appréhender les impacts à l'échelle de l'écosystème, c'est-à-dire comment cette pollution plastique peut bouleverser l'équilibre des écosystèmes. Et un des bouleversements potentiels, c'est le transport d'espèces nuisibles et pathogènes par les microplastiques. À l'heure actuelle, on sait que les microplastiques constituent un nouveau radeau, une nouvelle niche pour tout un tas de micro-organismes, bactériens, viraux, champignons, etc. À l'issue de cette manip, si on prouve effectivement qu'il y a une transmission de la maladie, on prouve que non seulement les microplastiques servent de radeau, de transport, mais que ça peut avoir une implication dans la dissémination des maladies et dans l'émergence de maladies dans des écosystèmes où elles n'existaient pas avant. Cher plastique, je tombe des nues. Je n'avais pas idée de tout ce que notre relation avait provoqué. Il n'y a plus de doute, tu es toxique. Je t'en veux et je m'en veux. Je ne peux plus continuer cette relation qui est devenue insupportable. En fait, tu me fais du mal. Je ne vais plus me laisser faire. Je n'ai plus confiance. Il faut que je me détache de toi. J'ai besoin d'air, de recul. Alors écoute-moi bien. Je prends mes distances. Notre rapport à la nature a changé. Pendant très longtemps, les déchets, on les mettait dans un trou, ou on les mettait dans la mer, ou on les mettait dans le fleuve. Quand le trou était plein, on le recouvrait de terre, et puis voilà, c'était tout. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. Alors c'est pas parce qu'on ne peut plus faire ça, pas pour des raisons techniques. La mer, on pourra encore mettre des déchets dans la mer, hein. Il suffit de les lester, ça tombe au fond. On achetait des pneus, 90 000 mètres cubes de pneus dans la Méditerranée au large de Marseille. Vous voyez? Et on a fait ça jusque dans les années 90. Ça posait pas de problème. Et aujourd'hui, ça nous semble intolérable de mettre des déchets dans la nature. Tu prends trop de place, je ne sais plus que faire de toi. Je fais tout pour te fuir et t'éloigner de moi. Mais tu es partout, de plus en plus présent. Je me sens impuissante, comme prise au piège. Il y a beaucoup d'associations qui font du nettoyage et qui ont des connaissances que n'ont pas les sociologues, que n'ont pas les chimistes, que n'ont pas les politiques, etc. Donc ils ont un rôle en termes de production de la connaissance et de mise en visibilité du problème qui est extrêmement important. Maintenant, si on parle vraiment du nettoyage, le problème c'est que si on est obligé de nettoyer la nature pour qu'elle soit la nature, c'est plus la nature, c'est une production humaine. Autrement dit, nous devenons des jardiniers de la nature. Or, un jardin, c'est pas la nature. On prend un exemple tout simple et qui est très classique en matière de plastique, la laisse de mer. Donc la laisse de mer, c'est ce cordon que laisse la mer quand elle se retire, un cordon qui est composé de débris végétaux, animaux et plastiques. Si vous nettoyez la laisse de mer, vous la détruisez. Alors vous pouvez dire, bon, c'est jamais qu'un tas de déchets. Non, c'est pas du tout un tas de déchets. La laisse de mer a une fonction écologique extrêmement importante sur les plages. Elle sert de seau de vent, il y a des insectes qui s'y développent, il y a des oiseaux nicheurs qui font leur nid, etc. Donc la laisse de mer, pour qu'elle soit naturelle, il faut accepter qu'il y ait du plastique dedans. C'est très paradoxal, puisque dans notre imaginaire, quelque chose qui est naturel, c'est précisément quelque chose dans lequel il n'y a pas de plastique. Maintenant que le plastique est dans l'environnement, il faut se poser la question si la meilleure solution, ce ne serait pas de se résoudre à l'y laisser. Les microplastiques et les nanoplastiques qu'il y a dans les océans
on ne va pas pouvoir les retirer. On ne peut pas nettoyer la planète parce qu'on n'a pas une autre planète à salir, autrement dit. L'usager qui va mettre son plastique dans la bonne poubelle, en réalité, il y en a près des 2 tiers qui sont incinérés. Alors que je pense que le citoyen ou l'usager ont l'impression qu'en faisant ça, il redevient du plastique et il fabrique des vêtements en polaire, il fabrique de nouvelles bouteilles, etc. Alors là, en fait, il est valorisé, c'est-à-dire que le plastique n'est pas un déchet puisqu'on peut encore en tirer quelque chose. Le valoriser, ça veut dire l'incinérer pour tirer de l'énergie, pour tirer de la chaleur. Alors notamment, les cimenteries sont alimentées avec des débris plastiques. Le recyclage, ça veut dire que vous prenez un produit, vous l'utilisez, et suite à un procédé industriel, il redevient le même produit. Or, le plastique que l'on recycle, il ne redevient jamais le même produit parce qu'il a perdu ses qualités. Donc dans une bouteille en plastique qui inclut du plastique recyclé, ce n'est pas une bouteille intégralement en plastique recyclé, c'est impossible. Donc il y en a 10-20%, mais pas plus. Et peu à peu, le plastique perdant de sa qualité, il n'est pas recyclé, il est décyclé. Je pensais avoir trouvé la solution. Je me sentais soulagée. J'ai bien respecté les prescriptions, j'y croyais. Et je comprends que tu es bien plus coriace. Tout cela n'était qu'un pis-aller. On a, je pense, une tendance très facile à se débarrasser, mais tout le monde, hein, c'est à tous les niveaux, de se débarrasser des déchets et d'oublier instantanément ce qu'on a mis, tout en pensant que c'est géré. On s'imagine qu'on est dans un pays développé et qu'on fait les choses très bien, mais pas du tout. On gère correctement, on va dire, le quart des matières plastiques. Je pense que tout le monde devrait aller visiter un centre de tri, voir le travail que c'est. Et voir après, quand on arrive, nous on a tout vu, hein, les camions qui déversent dans des trucs gigantesques, mais des endroits où c'est vraiment gigantesque. Moi, ça m'a choquée à tel point que je me suis dit, tout ça pour ça, mais est-ce qu'on n'est pas capable de vivre différemment et de ne pas avoir cette quantité énormissime de déchets à traiter qui sont quoi ? Rien du tout, quoi. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui proposent des solutions pour essayer de te contenir. Je me suis fait conseiller sur les meilleurs moyens de te tenir à l'écart. Mais je ne fais que déplacer le problème. Je suis allée à Angers rencontrer le député Philippe Bollot, qui m'a encore appris des horreurs sur ton compte. Parce que les exutoires dans l'étang Saint-Nicolas, c'est ici et le Brionneau. C'est ça, et le Brionneau. Et de l'autre côté peut-être aussi. Alors de l'autre côté, il y en a un petit peu, et c'est plutôt un ruisseau ici. On a des objets plastiques en fin de vie, on les trie soit dans notre poubelle noire ou soit dans notre poubelle jaune, et tout ça arrive dans un système de gestion. Et il y a plusieurs voies de traitement des déchets. Le recyclage, l'enfouissement et l'incinération. Et il y a une autre voie, malheureusement, qui est en général pas prise en compte du point de vue statistique, c'est l'exportation vers les pays tiers. Donc on exporte des quantités non négligeables de déchets plastiques vers les pays tiers parce que économiquement, ils n'ont pas d'intérêt pour nous. La difficulté, c'est que là-bas, l'infrastructure de traitement n'est pas nécessairement présente. Ça apparaît comme une opportunité économique pour les populations locales, donc se développent des secteurs informels de traitement de ces déchets-là, sans les précautions minimales à avoir du point de vue sanitaire, du point de vue social, etc. Et alors du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est très intéressant. On vous dit que quand on fait un bilan, la contribution des fleuves asiatiques à la pollution plastique est plus importante que la nôtre, sauf que 10% de ce qui est rejeté là-bas vient de chez nous. Donc ayons cette responsabilité-là de dire, dans le bilan, on enlève 10% de ce qu'on leur met chez eux et qu'on nous réaffecte parce que les déchets venaient de chez nous. Cher plastique, j'ose l'écrire, tu me dégoûtes. J'ai l'impression d'avoir trop fermé les yeux jusqu'à présent. Je ne parviens pas à vivre en harmonie avec toi, ni à me séparer de toi. Alors que fait-on maintenant? Si le plastique pose un vrai problème pour l'environnement, ce dont on est à peu près sûr maintenant, il faut l'interdire. Si c'est vraiment un problème, je ne sais pas, vous voyez, on a un virus qui cause de vrais soucis, on mobilise toute la société pour arrêter ce virus, pour faire en sorte
le plastique nous cause un vrai souci, et puis on se dit, oh bah, chacun de faire un petit peu attention, etc. Si le problème est aussi grave qu'on le dit, qu'on prenne des mesures aussi conséquentes. Alors, avec toute la complexité, ouais, c'est très facile à dire, hein. On arrête de produire les plastiques, allez, demain, il n'y en a plus. Vous imaginez? Là, on est tous à poil, déjà, hein, parce qu'on n'a plus d'élastique à nos chaussettes, on n'a plus, etc., etc. Voilà. Ce que nous devons faire, c'est effectivement réduire. C'est la première chose à faire. Réduire, 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 réduire. Réemployer après et en dernier recycler. Mais d'abord réduire. De façon drastique, tout le plastique qui arrive et tout le plastique consommé. J'ai rédigé une petite proposition de loi où notamment, premier article, je demande à ce qu'il y ait une obligation de déclarer les pertes et fuites de granulés. Et donc j'ai continué en demandant qu'il y ait également un rapport, parce que je ne pouvais pas demander autre chose, sur les microfibres. Parce que là, c'est mon grand cheval de bataille, les microfibres textiles. Alors, j'ai obtenu quand même une petite chose récemment dans la loi climat, pour la publicité des textiles qui contiennent du plastique, que soit mentionné dans la publicité que cela relargue des fibres, microfibres plastiques dans l'environnement en continu. Jamais je n'aurais cru que nous pourrions en arriver là. Pas nous. S'il faut mettre des règles pour s'en sortir, alors pourquoi pas? Il faut peut-être avoir recours à la justice après tout. Notre levier d'action, il est évidemment législatif, mais quand on a la chance d'avoir fait un rapport tel que le nôtre, c'est aussi un angle, on va dire, de plaidoyer. Et ce rapport nous a permis de tout regarder de la phase de production, transformation, consommation, usage, gestion des déchets. Donc on est aussi aujourd'hui en capacité de dialoguer avec l'ensemble des acteurs, les industriels, les collectivités territoriales, les associations, les citoyens, les politiques élus locaux, pour leur dire voilà comment nous on voit le sujet, comment il faudrait vous intéresser à ce sujet-là. Et je trouve que c'est aussi un élément fort parce que finalement on est un peu dans un rôle de médiation, on peut essayer de mettre en lien les différents acteurs pour trouver les meilleures solutions. Je ne suis pas la seule à vouloir me débarrasser de toi. On parle même d'un traité international pour venir à bout de ton omniprésence. Tu empoisonnes nos vies à tous. Le problème est global. L'Union européenne et puis l'État français ont pris des décisions contre les plastiques. Alors on peut juger que ces décisions, elles sont assez marginales, notamment l'interdiction du plastique à usage unique, puisque on va interdire le plastique à usage unique tel que les petites cuillères, les touillettes, les assiettes de pique-nique, etc., mais pas les plastiques d'emballage, qui en masse constituent beaucoup plus de plastique que le reste. Mais n'empêche qu'il y a des lois qui sont en train d'émerger là-dessus. Donc oui, c'est un signe que les choses sont en train de bouger. Savoir si ça bouge assez vite, savoir si ça va dans le bon sens, c'est une autre question. Si on veut arrêter avec le plastique, il va falloir changer fondamentalement nos modes de vie. Il ne s'agit pas non plus de tout mettre par terre, de tout recommencer, etc. Mais ça aurait un impact très très important sur nos temps de travail, sur l'organisation domestique, sur nos modes de production et nos modes de consommation. Nos vies en plastique, peut-être que ça convient aux citoyens. Hein. Ça ne convient pas à l'environnement, peut-être que ça convient aux citoyens. Donc il faut un débat politique sur voulons-nous vivre avec du plastique ou pas ? De manière transitoire, on peut peut-être penser qu'avec le carton, on va s'en sortir, ou avec le bambou. Regardons ça de près, ne faisons pas à nouveau n'importe quoi pour se relancer et en surfant sur cette vague du jetable. Je pense qu'il faut que tout ce qu'on revoie, nos modes de consommation, il ne faut pas que ça vienne toujours d'en haut avec des interdictions sans que chacun ait compris. Si tout est mieux compris par tout le monde, ça passe beaucoup mieux. Et d'ailleurs, les citoyens seront des moteurs essentiels. Et nous, notre rôle, c'est d'amener à une conscience un peu plus vive sur le sujet. Et on va essayer de faire avancer davantage les choses. Hein. On ne lâche rien. Voilà, quelque part, comme l'expression, disons, contemporaine.
En t'écrivant cette lettre, cher Plastique, j'ai amorcé une thérapie. Je ne sais pas aujourd'hui si je serai capable de vivre sans toi, ni même si j'en ai réellement envie. Mais je connais désormais les débordements sur lesquels j'ai fermé les yeux. On ne peut pas continuer comme ça, parce qu'on va droit dans le mur. Mais sans arriver à la rupture définitive, je suis sûre que l'on peut se réinventer, car dans certains domaines, nous pouvons encore faire de grandes choses ensemble. Maintenant, j'ai les yeux ouverts.